parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous le coup de 10h, nous allons relayer vos messages dans cette émission en direct. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, où vous nous suivez d'ailleurs en direct. Évidemment, #Espace GG. Là, vos messages vont arriver avec plaisir. Camille Condé à la réalisation, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Papoutou. Merci à Mohamed Diaby. Voilà, Mohamed Condé, tout le monde devient Condé carrément. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. À la une, on s'intéresse à l'actualité, alors que la pandémie du coronavirus n'est pas encore éradiquée en Guinée. Et quelques maladies auxquelles le pays est habitué, on s'en signalé dans quelques villes, il faut le dire, de quoi susciter donc des interrogations. Des cas de méningite, entre autres, enregistrés. Les centres hospitaliers universitaires de Conakry. Aucune idée pour l'instant sur le nombre de malades. On le dit ce matin, mais plusieurs bébés seraient allaités donc à Inyasdine et Donka. Les familles sont inquiètes. À Koundara, par exemple, on parle de la fièvre jaune. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, nous apprend-on, il y a même dépêché évidemment une équipe pour limiter donc sa propagation. Sommes-nous au stade des épidémies? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Pour les informations précises autour de ces maladies, nous allons joindre ce matin dans notre émission Dr Sakoba Keita. Il faut le rappeler, il est le directeur général de l'ANSS. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Plus de 50 000 têtes de poulets risquent de mourir donc à la ferme agricole de Dubreka. Si rien n'est fait, il le dit ce matin Jacques Lewaleno dans un bref délai, c'est une alerte et pour cause, des occupants seraient sommés donc de quitter les lieux. L'entrepreneur est installé donc sur un domaine de l'État de 15 hectares depuis 2005 et le contrat de bail, donc il dit avoir signé avec le gouvernement, serait allé jusqu'en 2050. Les motifs du déguerpissement ne sont pas encore connus, mais le jeune agriculteur souhaite sauver sa volaille. Boubacar Diallo, c'est son nom, responsable de la ferme, répond à nos questions ce matin, mesdames et messieurs. Il sera en direct et d'autres sujets évidemment viendront saluter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous jusqu'au port de 11h. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Pardon. Bonjour Lamine, bonjour à nos auditeurs. Voilà, bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Corruption au sommet de la CAF, le président suspendu. On l'a appris hier en pleine émission, Jacques Lewaleno. Oui, on l'a appris en pleine émission ici, à Mahamad. Comme ça on l'appelle, président de la CAF, qui était venu en quelque sorte pour changer la pratique à la tête de la Confédération africaine de football, se voit lui-même inquiété pour les mêmes faits qui ont été reprochés à cette instance. Il faut quand même préciser qu'avec Assayatou, ça a duré longtemps, il a fait un peu à la camerounaise parce que beaucoup de mandats, mais on n'est pas arrivé à ce stade où il y a des faits de corruption qui amènent, n'est-ce pas, la FIFA à prendre une décision contre lui. Et il y a eu des couacs, il y a eu des problèmes. 5 ans quand même, c'est énorme. Oui, 5 ans, c'est énorme. Et en même temps, c'est quand même quelque chose peut-être qui était prévisible, parce que dès son élection, on a commencé à connaître, à sentir, n'est-ce pas, quelques problèmes, notamment lorsqu'il a été interpellé à Paris, il me semble, alors qu'il était là si vous voulez, en visite normale d'un président de l'instance africaine de football. On lui reprochait en tout cas des choses qui étaient d'ordinaire, peut-être attribuées ou réservées aux personnes qui n'aspirent pas
à diriger, n'est-ce pas, des institutions aussi fortes, des institutions de ce niveau-là, des faits de corruption, des faits d'escroquerie, ou alors c'est pas des cas de viol par exemple. Oui. C'était quand même assez compliqué. Et finalement, si on est arrivé à prendre une décision contre lui, je pense que les faits sont extrêmement graves et il va falloir, au-delà de sa personne, voir comment assainir, si vous voulez, le bureau qu'il a dirigé jusque-là, parce que il y a lui, mais il y a également ceux qui ont travaillé avec lui jusque-là. Ouais. Le monde du foot très sale, hein, mon cher Ahmed. Oui, c'est vraiment, ça fait peur. En fait, c'est un jeu qu'on adore. Ouais. Toi et moi, je pense qu'on a joué au foot petit. On avait un idéal d'amateurisme, etc. Et il y a quand même, il faut rappeler qu'il y a Sepp Blatter, il y a Michel Platini, qui sont des icônes du football mondial, mais qui ont été aussi pris la main dans l'engrenage ou la main dans le pot de miel. C'est vraiment, vraiment dommage. On se pose la question de savoir si le monde du foot est vraiment pourri à ce point. Et j'espère que le président de la FIFA va assainir ce milieu, parce que c'est triste, parce que c'est un jeu magnifique, c'est le sport le plus célèbre au monde. On a, tu vois, je pense qu'on a en tête Pelé, Platini, Johan Cruyff, etc. On veut que ce jeu reste un jeu et propre. Voilà, donc effectivement, il a été pris la main dans le sac hier. Je pense que les faits sont extrêmement graves. Je crois que là, il y a, pudiquement, on a dit qu'il aurait fait des malversations. On sait que c'est de la corruption. Il a bénéficié, il a outrepassé ses droits, bénéficié malheureusement de cadeaux, ce qui ne se fait pas. Dans les codes de la FIFA, c'est interdit. Voilà, il faut assainir ce milieu, parce que c'est vraiment, il est en danger actuellement, de fait de quelques individus, de fait de quelques brebis galeuses, comme on dit, et ça me fait mal au cœur, parce que moi j'adore ce sport. Je sais que tu es Marseillais, moi je suis Parisien, on se chambre souvent ici. Voilà, on aime ce sport, donc il faut l'assainir. Ouais, il faut l'assainir. Quand on sait que, Madame Hiro, l'élection quand même est prévue en mars 2021, qu'il faut-il faire? C'était prévisible tout ça? Juste quelques mots à Lamine, au-delà du fait que le football soit le sport roi. Vous savez que ce monde est plein de tentations. Il y a tellement d'argent qui circule que c'est difficile d'y échapper. Issa Hayatou, vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, même si on n'a pas trouvé de preuves tangibles pour pouvoir quand même lui mettre le grappin dessus. Mais le monde du football, vous le savez, il y a plein de choses qui se passent. Beaucoup d'argent circule. Notamment, c'est ce qui fait de ce sport, d'ailleurs, le sport roi, le favori du monde entier, qui est par rapport aux autres disciplines sportives. Et je pense que Ama Ahmad, ça a été tellement rapide. C'est pas facile d'être là, serein, d'observer tout ce qui se passe, de voir tous ces gros montants qui circulent. Quand on n'a pas une certaine intégrité, facilement on peut baigner, comme on appelle, dans ce qu'on appelle la corruption. Et je pense qu'il est tombé là-dedans. C'était prévisible avec toutes les histoires que Jacques a racontées tout à l'heure. Je pense qu'il a été plus facile pour ce dernier d'avoir des éléments tangibles, des preuves qui permettent quand même de le mettre out. Alors que l'élection, vous l'avez dit, c'est en mars, c'est dans quelques mois, 5 mois pratiquement, 4-5 mois. Et je pense que c'est vraiment dommage. Et je pense que ça devrait être une sorte d'alerte pour ce domaine-là. Parce que vous le savez, on vient de sortir d'une histoire, même chez nous, d'accusation de corruption, même si on n'a pas pu trouver les éléments tangibles pour comment on appelle, prouver la culpabilité des personnes qui ont été accusées. Est-ce que c'était une histoire montée ou pas? On s'interroge encore, mais dans le monde du football, des histoires de ce genre reviennent souvent. Reste à trouver des éléments. C'est le cas qui a été fait avec Ama Ahmad, notamment en trouvant des preuves tangibles qui ont permis tout simplement de le mettre à l'écart. Un monde de loup, mon cher Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour l'ami. Tout en noir ce matin. J'espère qu'il n'était pas méchant ce matin. Hein? Non, pas du tout. Voilà. Il n'y a pas que du noir. Oui, il y a un peu de noir, avec des barbichettes en plus. Hein? Il développe ça. Oui, bien. Je prends de l'âge. Je prends de l'âge. Un monde de loup, Moussa Moïsi, là, je le disais. Le malgache, il a tout gâché. Je trouve que on attendait quand même de lui, au lendemain du départ de Issa Hayatou, un nouveau vent qui allait souffler sur le football africain. Regarde de tous des chantiers énormes qui nous attendent. Quand vous voyez des pays qui n'arrivent pas à avoir un football organisé du sommet, de la base jusqu'au sommet. Quand je dis la base, vous parlez des pépinières qui sont pris en charge par les fédérations. Mais ça n'arrivait quand même à susciter de l'espoir, Moussa Moïsi. Lorsque vous venez après une catastrophe, on s'attend à un beau temps. Donc, et on s'attend à des miracles que vous devez produire. Mais il est arrivé, je pense qu'il n'a pas fait mieux que Issa Hayatou, qui a quand même eu le privilège
d'avoir des intentions de mandat à vie à la tête de la CAF, et ben lui il arrive avec son équipe et tout, donc on avait quand même le sentiment qu'il allait nettoyer la maison. Les chefs d'accusation contre lui, quand même, parce que au niveau des commissions d'éthique, quand on enquête à la FIFA, c'est plus que le FBI. La CIA même viendrait en prendre de la graine, parce que le travail se fait sérieusement sur sur la base des documents et l'enquête. Des pièces. Exactement. Et la chambre de la commission qui l'épingle estime donc qu'il a violé les articles 15 qui portent sur le devoir de loyauté, l'article 20 qui porte sur l'acceptation et la distribution de cadeaux ou autres avantages, ce qui est interdit, l'article 25 qui porte sur les abus de pouvoir, tous ces articles donc qui sont dans l'édition 2020 du code d'éthique de la FIFA, mais aussi l'article 28 qui porte donc sur le détournement de fonds dans son édition 2018. Donc je trouve que il n'y a pas grand chose à dire au-delà du fait que c'est encore une fois le visage du football africain qui est balafré par un individu avec qui on attendait beaucoup de miracles, parce qu'on a vraiment beaucoup avait placé de l'espoir en lui. C'est dommage, et c'est une leçon peut-être pour toutes les fédérations, toutes les organisations du football africain. Il faudrait que on soit un peu plus sérieux en pensant aux jeunes qui n'arrivent pas à développer leurs rêves, à s'épanouir dans ce sport roi, qui n'arrivent pas à le faire parce que au sommet, l'argent qui doit permettre de mettre des infrastructures en place, parce que on dit beaucoup de choses par rapport à la FEGIFOOT, mais à la base, il commence à y avoir de l'organisation. Et la sélection qui a été faite pour qu'on puisse avoir une équipe pépinière, c'est des tout petits qui sont pris, des poussins, des poussins là, qui sont pris suite à des sélections qui sont faites par région. Et on a tellement tamisé tout cela qu'au finish, on s'est retrouvé avec les bons et les meilleurs qui vont rester encadrés, qui vont apprendre, qui vont étudier en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas jouer directement au football. Ils vont apprendre, ils vont aller à l'école. La formation, d'ailleurs, c'est Kofi Annan qui a eu le contrat. Donc on va les former comme tous les autres enfants. Tu m'apprends là ce matin. On va les former comme tous les autres enfants. Mais ils resteront en classe, c'est-à-dire qu'on développe en eux non seulement l'esprit sportif lié au football, mais aussi ils auront un bagage intellectuel terrible. C'est comme ça ailleurs. C'est comme ça que c'est passé avec ASEC d'Abidjan, ASEC Mimosa et Africa Sport National du côté de la Côte d'Ivoire, parce que à la base on a misé là-dessus. Je pense qu'avec des moyens on peut réussir cela. Mais lorsqu'au sommet, ceux qui doivent descendre jusqu'au niveau du bas peuple est bouffé par des loups, on ne peut pas s'en sortir. C'est bien dit. Allez-y, Jacques. Excuse-moi, excuse-moi, Jacques. Il faut quand même rendre hommage, et c'est vraiment la base, tu viens de le dire, Moïse, c'est la formation. Il faut rendre hommage quand même à 3 personnes dans ce pays, qui sont Monsieur Sampil, KPC et, comment il s'appelle, Antonio, qui quand même, effectivement, ont compris, Antonio Soiré, qui ont compris qu'il fallait prendre les jeunes très tôt, les former, les accompagner, au niveau de l'école, de la formation intellectuelle, mais aussi footballistique. Et il faut quand même leur rendre hommage à ces 3 personnages qui sont des industriels de ce pays, qui réinvestissent une partie de leur argent dans le sport roi de ce pays. Donc même s'ils s'aiment pas, même s'ils s'aiment pas, mais au moins ils le font. Bien sûr. Mais ça, c'est la concurrence. La rivalité, la concurrence dans le monde des affaires. Tu vois souvent les images à la télé et tout ça. Non, mais c'est très bien qu'il y ait une rivalité. C'est de l'émulation. Non, c'est pas de la rivalité, c'est de la méchanceté. Je suis désolé. Non, il faut dire les choses comme elles sont. C'est de la rivalité, Lamine. Dans le monde des affaires, pas la rivalité, madame. C'est de l'animosité, Lamine. Et dans le monde de la radio, c'est pareil. Ah ben non. Le monde de la radio, c'est pareil. Vous avez évolué dans le même domaine. C'est de quoi je parle. Pour Ahmad, je pense quand même qu'il y a à questionner le processus d'élection qui a permis son avènement à la tête de la CAF, parce que c'est vrai, ce sont les membres statutaires qui se retrouvent et puis élisent leurs dirigeants, mais si en amont, il n'y a pas de travail d'enquête qui permet d'évaluer, n'est-ce pas, la moralité des gens, vous pouvez vous retrouver avec un responsable à la tête de la Confédération africaine de football et qui ne va pas donner les bonnes directives, qui ne va pas donner un bon exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui a d'abord été politique et puis il vient dans le monde associatif. J'apprenais ce matin avec c'est parfois assez compliqué parce que la politique c'est un autre monde de loup, et puis on se retrouve au niveau de l'association, une association sportive où il y a énormément d'argent et bien entendu le comportement qui a été le sien en politique est facilement
à répéter, est facilement transposable dans le monde du sport et ça peut être difficile. Maintenant, quand j'ai dit de questionner encore le processus d'élection, c'est de savoir comment on en vient à accorder du crédit à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas parfois d'enquête de moralité, d'achat de conscience finalement, parce qu'on sait l'enquête de moralité la aussi, mon cher ami, qu'il essaye de mener au niveau des fédérations, comment on appelle ça, nationales de football. Donc, et puis après cette tournée, il y a tout de suite la confiance qu'il essaye d'asseoir autour de sa personne. Il était vu comme on l'a dit, le genre idéal, comme celui qui allait sauver le football africain, comme celui qui allait faire oublier Issa Hayatou, qui bien entendu est le prototype du dirigeant africain, celui qui arrive et qui essaye de se montrer comme l'homme providentiel. Il faut continuer à diriger. Il y avait cette rupture qu'on avait voulu avoir, mais c'est pratiquement la désillusion. Il y a des élections donc qui sont prévues en mars 2021. Il va falloir réfléchir très bien pour qu'on arrive à avoir quelqu'un qui au moins ne va pas humilier l'Afrique. Parce que c'est quand même une humiliation. C'est vrai. C'est pour tout le continent. On dit c'est lui qui dirige le football de tout le continent africain. C'est lui qui est arrêté comme ça pour corruption. Je pense que ça c'est assez grave. Pour d'autres faits, on peut le comprendre. Mais vraiment pour la corruption, je crois que c'est quelque chose qui doit être combattu pour qu'à la base, on ait des compétiteurs qui soient des gens propres. Et comme ça, s'ils sont là-bas, ça peut être ça peut être compliqué, mais il faut essayer de le faire. Monsieur propre, ça n'existe pas, mon cher ami. Voilà, on est d'accord. Allez-y, Antoine. Tu viens de dire le mot-clé entre les enquêtes de moralité. Ce monsieur est un multi-récidiviste quand même. Il vient effectivement du monde de la politique, où il avait eu maille à partir avec la justice, et puis malheureusement, à la tête effectivement de la comment dirais-je, de la CAF, il a recommencé. Vous savez, l'habitude est une seconde nature, malheureusement. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Jacques, excuse-moi, c'est que le problème du foot, c'est pas un problème que africain. Je veux dire, oui, c'est une honte pour nous, mais il faut, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a Michel Platini, il y a 7 Blatter qui ont été pris la main dans le sac. C'est quand même un problème mondial qu'il va falloir régler, honnêtement, parce que la corruption dans le foot, elle est mondiale. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est là où il faut effectivement assainir, donner un coup de balai dans ce milieu qui est pareil que le milieu politique ou d'autres milieux. Oui, voilà. C'est très sale. C'est très sale. Voilà. Donc, comparer les deux milieux, je sais pas trop. En plus, il y a eu des soirées bonga bonga, comme on dit. Tu sais, tu connais les soirées bonga bonga. Évidemment, évidemment. Allez-y, Madame Hello. Mais écoutez, le fait que Ama Ahmad est déjà baigné dans la politique avant de se retrouver, vous le savez, quand il y était, il y a eu quand même des choses qui se sont dites autour de sa personne. Je pense que venir dans le milieu sportif, vous l'avez dit, je pense que à travers des institutions aussi fortes, aussi grandes, à l'échelle africaine ou internationale, je pense qu'on devrait mener des enquêtes de moralité. Mais comme vous le savez, vous l'avez dit, le milieu du football, c'est quand même un milieu un peu compact où quelquefois on procède à de la corruption, de la base au sommet. Quelquefois, ça se passe. Mais le plus important ici, c'est ce que Moïse vient d'expliquer. Il y a quand même des institutions qui permettent de mener des enquêtes, de trouver des pièces à conviction, qui permettent quand même d'élucider ce genre de situation. Quand vous baignez dans le crime, des enquêtes se font et on peut vous mettre le grappin dessus. C'est le plus important. Mais je pense qu'à la base, il faut mener des enquêtes de moralité. Quand vous savez qu'une personne a été, par exemple, en politique, qu'elle a baigné dans des histoires qui ne sont pas du tout de nature saine à donner une bonne image à la personne, ce serait pas bien de mettre une telle personne à la tête d'une institution aussi grande, parce que c'est l'image du football africain qui sera ternie, parce qu'il y a toujours eu des soupçons de corruption, mais de là à prendre une personne, la main dans le sac, avec des preuves tangibles qui permettent de lui mettre le grappin dessus, je pense que c'est la première fois que, peut-être c'est pas la première fois que ça arrive, mais à cette hauteur-là, c'est la première fois qu'on s'y retrouve. Vous l'avez dit, c'est pas propre à l'Afrique, mais il faut mener en amont des enquêtes de moralité pour des personnes comme ça avant qu'elles ne se retrouvent là, parce que ça peut, vous savez, la corruption, c'est comme une liane qui est là, qui peut partir très loin. Peut-être qu'il a touché beaucoup d'autres personnes. Si on allongeait l'enquête, peut-être qu'on pourrait mettre la main sur d'autres personnes qui se seraient rendues complices de la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Justement, en direction Paris, d'où nous attend Karim Baldé. Les grandes gueules. Karim Baldé, l'extraterrestre qui nous revient. Bonjour, bienvenue dans la grande gueule.
Quel plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Oui, ça va, oui. Karim Baldé, certainement au bain de la situation suite à la suspension du président de la CAF. Est-ce que vous avez d'autres éléments complémentaires? Qu'est-ce qui a donc motivé cette suspension pour 5 ans? D'après la FIFA qui a publié son communiqué hier, il y a plusieurs éléments, plusieurs affaires dans l'affaire. Alors, si on reprend chaque élément point par point, il y a d'abord les détournements de fonds supposés avec l'utilisation de l'argent de la CAF qui aurait servi pour des voyages lors du pèlerinage de la Oumra à la Mecque. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est ce fameux contrat qui a été passé avec Tactical Steel, qui est un équipementier français. Et en fait, lorsque la CAF avait fait un partenariat avec Puma, pour justement livrer des ballons, livrer des kits, livrer des maillots, par exemple, en vue du Tchad 2018 et de la Cannes 2019. Ce contrat a été rompu du jour au lendemain par Ahmad Ahmad en personne. Et ce dernier s'était ensuite tourné vers cette société française méconnue du grand public. Et ce que les enquêteurs veulent savoir, c'est s'il y a eu du favoritisme. Alors, la chose bizarre à ce propos, c'est que Ahmad Ahmad, lors d'une interview à France Football en juin 2019, reconnaissait en fait à demi-mot le favoritisme, puisqu'il expliquait dans les colonnes de l'hebdomadaire français qu'effectivement, il avait senti que Puma ne pouvait pas fournir les équipements à temps et que du coup, il a décidé de lui-même de se tourner vers cette entreprise, sachant que, et c'est là l'objet du soupçon, il a demandé à l'un de ses attachés de trouver des contacts d'autres équipementiers. Il se trouve que le patron de Tactical Steel est un ami de l'attaché d'Ahmad Ahmad. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y a des soucis de collusions éventuelles. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi les accusations de cadeaux, notamment de cadeaux attribués. Donc voilà, toutes ces raisons-là ont poussé la FIFA et la commission d'éthique de la FIFA à suspendre Ahmad Ahmad pour une durée de 5 ans. Alors, comment finalement, parce qu'il faut qu'on revienne peut-être en arrière, il a pu convaincre les membres statutaires de la Confédération africaine de football à obtenir cette première place au niveau de la CAF, donc la direction de la CAF. Quelles étaient ses qualités quand il était candidat? Quand il était candidat, c'était le candidat du changement. Alors, vu ce qui se passe actuellement au niveau de la politique africaine, c'est parfois à la mode, mais c'est vrai qu'il se voulait le chantre de l'anticorruption, le chantre de la transparence, et surtout révolutionner un peu la CAF après le règne sans partage d'Issa Hayatou, son prédécesseur pendant plus de 30 ans, qu'il avait réussi à renverser à la surprise générale, d'ailleurs il faut bien le dire, et avec l'assentiment de la FIFA et de son président Gianni Infantino. Donc c'est d'autant plus cocasse finalement que ce soit cette même FIFA qui le lâche aujourd'hui, parce que Infantino avait soutenu Ahmad Ahmad depuis le début, sauf que vu la tournure des événements et surtout vu le calendrier, puisque les élections à la CAF se profilaient, qu'Ahmad Ahmad s'était déjà déclaré candidat, et à ce moment-là, le calendrier n'est pas si innocent que ça, et cette sanction en tout cas ne tombe pas à un moment hasardeux dans le calendrier. Donc voilà, c'est vrai que la FIFA, voilà, disons qu'elle l'a soutenu au départ, et là on a appris qu'elle le lâche un peu devant tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette onde de choc après cette annonce de la suspension d'Ahmad Ahmad. Alors sais-tu au moins, après une telle suspension, quand même pour 5 ans, il est interdit d'exercer toute activité liée donc au football, qui va prendre la main du côté de la CAF, parce qu'il faudrait que la Confédération continue d'exister. Tout à fait, on ne peut pas laisser une vacance du pouvoir. Alors la CAF a fait un communiqué hier après-midi, elle a réagi très tôt. Ce n'est pas toujours le cas de la CAF lors des moments de turbulence, donc on peut au moins souligner le fait qu'elle ait agi vite à la suite donc, du communiqué de la FIFA qui est tombé hier matin. Elle a placé Constant Omari provisoirement à la tête de la CAF. Alors en fait c'est son intérim qui est prolongé officiellement, puisque étant donné qu'Ahmad Ahmad avait été et toujours absent à cause du coronavirus, puisqu'il a eu lui-même le coronavirus, c'est Constant Omari qui est l'un des vice-présidents de la CAF qui assurait déjà l'intérim. Donc cet intérim va se prolonger peut-être jusqu'aux élections d'ailleurs de la CAF l'année prochaine. Mais ce qui est assez étonnant quand même, c'est quand on voit le parcours de Constant Omari, lui-même président de la Fédération congolaise de football, et lui aussi impliqué dans divers scandales, diverses affaires, notamment de détournement de fonds. Donc en voyant Constant Omari arriver à la place d'Ahmad Ahmad, on n'a pas l'impression, pour reprendre ce qui a été dit juste avant mon intervention, qu'on soit dans une opération main propre tout de suite, quoi.
Oui, on a l'impression qu'on ne sait plus à quel sein se vouer dans le football mondial. Du fait que la justice, qu'une société française soit impliquée, est-ce que vous pensez que la justice française va réagir aussi vite que la CAF, que la FIFA, pardon? La justice française, elle se penche quand même depuis un bon bout de temps déjà sur cette affaire. Et je me souviens bien au moment où Ahmad Ahmad a été entendu, c'était lors de son passage à Paris en juin 2019, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, et en pleine tempête également autour de cette fameuse finale de Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis, où il y a eu cette réunion et à laquelle j'étais d'ailleurs dans un hôtel parisien où tous les patrons de fédération étaient réunis et où déjà Ahmad Ahmad était remis en cause pour sa non-capacité à gérer. Mais sur le volet judiciaire, il avait été interrogé par les juges français sur cette affaire-là pendant son passage à Paris, ce qui avait fait grand bruit à l'époque. Et donc la justice française est sur le dossier depuis déjà un certain nombre de mois. Et certes, la justice ne répond pas toujours au temps médiatique, on n'est pas dans le même calendrier, on va dire, mais ces conclusions de la FIFA publiées hier vont aller dans le sens de la justice française. Et la justice française, à mon avis, va continuer à se pencher, notamment sur le volet tactical style. Justement, par rapport à la question judiciaire, à Karim, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que on pourrait éventuellement se limiter à cette suspension ou bien, comme les enquêtes sont en cours, on pourrait aller jusqu'à à juger Ahmad Ahmad et peut-être le condamner? C'est possible, tout est possible à l'heure actuelle puisque l'enquête est en cours, il avait été interrogé l'année dernière, comme je le disais. Donc s'il est reconnu coupable, ou en tout cas si les accusations, si les éléments de l'enquête sont suffisamment probants pour entamer une procédure judiciaire à la contre d'Ahmad Ahmad, bien sûr qu'il peut potentiellement être condamné par la justice française. Après, on sait bien que dans ce genre de cas, il y a des histoires diplomatiques qui rentrent en jeu. Ahmad Ahmad, quand même, il n'est pas n'importe qui à Madagascar. Il a été à la fois entraîneur, évidemment, mais il a été surtout ministre à Madagascar, puis président de la Fédération malgache de football, avant donc d'arriver à la tête de la CAF. Donc, avec ce genre de personnalité très importante, on n'est pas dans l'ordre d'une affaire de droit commun. Et nul doute que de la diplomatie devrait rentrer en jeu à un moment donné pour tenter de trouver un arrangement, mais ça, l'avenir nous le dira. Ouais. L'avenir nous dira. Karim Baldé du côté de Paris. Merci beaucoup, Karim Baldé. Événement, prix découverte, RFI. Manomba Kanté. Manomba Kanté, jeune chanteuse guinéenne, est cette figure montante de la musique mandingue. Manomba Kanté est une griotte ancrée dans ses traditions. Ses couleurs musicales sont le reflet de la tradition ouest-africaine. Une authenticité qui fait d'elle l'héritière et la gardienne des sonorités mandingues. Régulière sur les scènes à Conakry et à travers le monde. Votez pour la Guinée, votez Manomba Kanté. Pour voter, rendez-vous sur musique.rfi.fr, rubrique Prix découverte. Vous nous regardez à la télévision, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser, évidemment, sur le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages sur les coups de 10 heures sur Radio Espace Guinée. À la une, alors que la pandémie du coronavirus n'est pas encore éradiquée en Guinée, quelques maladies auxquelles le pays donc a habitué sont signalées dans quelques villes, de quoi susciter donc des interrogations. Des cas de méningite enregistrés donc dans les centres hospitalo-universitaires de Conakry. Aucune idée pour l'instant sur le nombre de malades, mais plusieurs bébés seraient alités donc à Inyasdine et donc les familles sont inquiètes. À Koundara, on parle de la fièvre jaune. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, on apprend, il y a même dépêché donc une équipe pour limiter sa propagation. Sommes-nous au stade des épidémies? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Pour des informations précises autour, en tout cas, de ces maladies, nous allons joindre ce matin, mesdames et messieurs, Dr Sakouba Keïta. Il est directeur général de l'ANSS. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Ce chiffre, plus de 50 000 têtes de poulets risquent de mourir donc à la ferme agricole de Dubreka
si rien n'est fait. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno, dans un bref délai. Et c'est une alerte. Et pour cause, les occupants seraient sommés de quitter les lieux. Eh ben, c'est comme si c'était à la mode en Guinée. L'entrepreneur est installé sur un domaine de l'État de 15 hectares depuis 2005. Et le contrat de bail qu'il dit avoir signé avec le gouvernement devait aller donc jusqu'en 2050. Les motifs du déguerpissement ne sont pas encore connus, mais le jeune agriculteur souhaite sauver sa volaille. Boubacar Diallo, c'est son nom, responsable de la ferme. Il répondra aux questions des GG, évidemment, sur Radio Espace Guinée. Oui, on s'intéresse évidemment à cette autre actualité. On l'a pris hier, hein, mon cher Moussa, la démission de Siaka Barry du côté de l'Assemblée nationale. Oui, monsieur Guinée Debout, donc, qui rend le tablier. Il estime que pour des raisons de convenance, pour des raisons de conviction et puis d'accommodation, donc raison personnelle, il décide de sortir de l'hémicycle. Il sort, lui, mais son parti, je pense, reste encore au niveau du Parlement guinéen. Alors, à la question de savoir, des confrères l'ont interrogé, notamment Guinée News, à la question de savoir, est-ce qu'il quittait le tabouret de l'hémicycle pour rejoindre le fauteuil du gouvernement, le prochain, il répond que ça n'a absolument rien à voir. Oui, mais c'est pas exclu. Ben, écoutez. Oui, enfin, on l'a interrogé ici. De toute façon, moi, on l'a interrogé ici quand même, Moussa, quand il est passé dans notre émission. Mais quand il réaffirme que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, sa démission du Parlement. C'est politique tout ça, Moussa. Je pense que c'est un acte courageux, mais à demi. À demi, c'est-à-dire que... À demi. Oui, à demi, parce que... À demi courageux. Oui, oui, parce que je trouve le jeune révolutionnaire, il aurait pu être entier sur toute la ligne. C'est-à-dire que ses convictions, sa convenance, ses raisons personnelles, ce sont quand même des raisons qui sont liées, on le sait tous, à cette histoire d'Assemblée nationale monocolore, où les discussions ne sont pas plurielles, où il n'y a pas de contradiction véritable, où véritablement il manque des ténors de la scène politique nationale. Il a d'ailleurs des acteurs importants. Il a d'ailleurs émis le souhait que cette assemblée soit dissoute et qu'on puisse permettre à ces partis politiques de concourir et d'avoir des représentants au niveau du Parlement guinéen. Quand vous le faites pour ces convictions, eh bien, ce sont quand même des convictions qui peuvent être partagées par votre parti politique. Mais vous ne quittez pas personnellement, parce que Siaka Barry, c'est pas Guinée Debout, vous ne quittez pas personnellement et vous dites au parti politique, continuez à recevoir les nem-nem qu'on va verser chaque fin de mois. Je pense qu'on aurait pu être entier sur toute la ligne et permettre à Guinée Debout de porter le combat que son leader, que son premier responsable porte. Je trouve que il est courageux, mais à moitié. Oui, à moitié. Pendant ce temps, les prisonniers, voilà, je parle évidemment du côté de la maison centrale, Ousmane Gawal Diallo, entre autres, qui se fait voir. Il arrive quand même à tweeter, à faire des petites sorties comme ça sur les réseaux sociaux. Si c'est lui qui le fait. Oui, si c'est lui qui le fait, je sais pas. Parce que quelquefois, les comptes... Il y a les community managers. Exactement, ils ont double utilisateur. Oui, je sais. Quand vous savez que vous pouvez le choper à n'importe quel moment, c'est le cas du compte de Madik Sans Frontières. Il est en tôle, mais son compte est géré. Voilà, c'est bien ça. Il y a les community managers, entre autres. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? On n'a pas de nouvelles, donc demain c'est la manif, il faut le rappeler. Oui, demain c'est la manif qui est interdite. Vous le savez, il y a cette sortie quand même, ce communiqué du gouvernement qui interdit toute forme de manifestation, justement selon les informations qu'on a lues à travers ce communiqué, à cause de la recrudescence de la pandémie à coronavirus. Vous le savez, comment on appelle, il y a ce dépistage en masse qui a été lancé récemment. Ils ont commencé par les enseignants, ils vont aller dans certaines entités plus grandes avec des entreprises et tout. L'ANSS l'a annoncé et le communiqué du gouvernement justement le confirme. On a vu une sortie d'un député de l'Assemblée nationale qui disait que oui, ils ont été obligés de voter cette prorogation, notamment des restrictions par rapport à la pandémie à coronavirus. Donc ils ont mis tout ça dans le communiqué pour justifier l'interdiction de cette manifestation qui est prévue. Et ce qui met à nu une sorte de bras de fer en vue, parce que l'opposition dit ne pas vouloir se plier à cette interdiction. C'est qui est compréhensible. Oui, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. On a reçu notamment un reportage venant de l'Abbé où les gens se disent qu'ils ont l'habitude d'organiser les manifestations pacifiques, et notamment par rapport au coronavirus, qui prendrait toutes les dispositions pour éviter la
la propagation, et ils justifient cela, ils refusent par exemple de se soumettre à ce communiqué du gouvernement interdisant les manifestations, parce que selon eux, ces décisions ne sont prises que quand l'opposition décide de manifester. Justement. Donc c'est ce que je me dis que c'est un autre bras de fer en vue entre la mouvance et l'opposition, parce qu'on a l'impression qu'on va reprendre à zéro. Après la présidentielle, il y a eu tellement de difficultés, tellement de manifestations, tellement de problèmes. Nous allons manifester. Non, vous n'allez pas manifester. Et on croise le fer. On sait ce qui en découle. Est-ce que, je le disais tantôt, oui, le troisième mandat, il est acquis. Oui, on est dans une nouvelle république, comme on le dit, mais on va aller encore de manifestation à manifestation, de peut-être ce qui va nous amener peut-être à aller vers d'autres consensus, parce que Lamine, au sein de cette manifestation, l'une des revendications, c'est surtout la libération des détenus, les Ousmane Gawal, entre autres les Ousmane Gawal dont vous parlez, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que cette revendication première de Cellou Dalein au lendemain de la présidentielle, qui est de confirmer sa victoire, n'est plus pratiquement à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'élément clé, c'est la libération parce qu'il faut rappeler qu'il y a des personnalités pas les moindres, sans parler des personnes lambda, des activistes des droits de l'homme, des activistes de la société civile qui sont détenus à la maison centrale. Ils sont très nombreux aujourd'hui, et il reste à savoir ce qui va se passer, parce qu'on a vu le FNDC également qui dit ne pas vouloir se plier à cette interdiction. Donc, ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Justement, quand on sait qu'il y a des concerts prévus aussi, je pense à croire un peu qu'on peut réfléchir un petit peu, Moussa. Comment ça, quand même? Moi, je trouve, vous avez raison. Voilà, Lamine. En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que moi, je suis content qu'on parle de ça, parce qu'il y a une semaine, ici, on avait dit, lorsqu'il était s'agit des passeports, j'avais dit ici que c'était de la commedia dell'arte, et l'avenir m'a donné raison. Je vais essayer de vous faire une analyse succincte de ce qui se passe en ce moment politiquement. Siaka Barry est un formidable joueur d'échecs. Il a été à bonne école, à l'école du président de la République. Et qu'est-ce que le président de la République fait actuellement? Quand on est sur un jeu d'échecs et qu'on a les blancs en main, et qu'on sait qu'on va peut-être faire échec et mat, et qu'on a un risque d'arriver à la partie nulle, on prépare les négociations. Ça s'appelle un consensus. Le président de la République, ou c'est ceux qui sont autour de lui, ont fait enfermer quelques opposants qui sont pas des moindres. Et puis, ils vont, à un moment donné, justement, détourner l'attention. Ils allument un contre-feu pour que, Madame Hierro vient de le dire, les revendications de Cellou Dalein Diallo, qui étaient au départ la reconnaissance de sa victoire, aujourd'hui, ils ont poussé Cellou Dalein Diallo à, justement, se battre pour que ses collaborateurs sortent de prison. C'est aujourd'hui le principal point focus ou focal des revendications de M. Cellou Dalein Diallo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Siaka, qui est un malin, Siaka Barry, a été à l'école, encore une fois, d'Alpha Condé. Il sait pertinemment que dans les négociations à venir, il va y avoir le problème de la représentation de l'UFDG à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'on va peut-être dissoudre l'Assemblée nationale, et en renard qu'il est, il profite d'une situation qui de toutes les façons risque d'arriver pour apparaître comme le monsieur propre de la République, et c'est une bonne guerre. Voilà, donc bravo à lui, mais moi qui suis un politique, je ne suis pas dupe, je sais ce qui va se passer. Si tu le dis, bravo à lui, mais attendez. Non, mais bravo à lui. Il n'y a pas de ticket gagnant en politique. Je le rappelle à chaque fois, mon cher Ahmed. Quand je dis bravo, à un moment, il faut que tu redescendes sur terre, à dire la lecture qui est en train de faire. On dit la même chose. C'est juste une lecture de toute façon. On dit la même chose. C'est des loups. On dit la même chose. Voilà, c'est bien. Il y a même quelque chose. Voilà. Mais Siaka Barry essaye de faire comme Ousmane Kaba, sauf à la différence, Ousmane Kaba était plus courageux. Non, mais pas courageux. Non, je crois que c'est la même chose. C'est pas une question de courage. Lui, il était. Depuis, le monsieur, il parle même plus. C'est un élu du RPG. C'était un élu du RPG Arc-en-Ciel. Ousmane Kaba. Ousmane Kaba était un élu. Était un élu du RPG. Et donc, il pouvait partir avec personne. Il ne pouvait sortir de l'Assemblée avec personne, sauf celui qui, bien entendu, partageait la même lutte. Mais on l'a jeté à la porte, non? Non, on l'a pas jeté. Il a décidé lui-même de partir. C'est au niveau du parti qu'on la jette à la porte. Finalement, au niveau du parti, puisqu'il parlait trop, on dit, bon, je crois qu'il faut se séparer de lui. Et finalement, il est allé travailler à mettre en place le PADES. Maintenant, pour Siaka Barry, peut-être à sa décharge, de toutes les façons,
façon, lui, il est président de ce parti politique, mais dès lors qu'il vient à l'Assemblée nationale avec 2 ou 3 personnes, ces personnes-là deviennent des élus du peuple. Il peut tenter de pouvoir partager son opinion avec ses députés, donc ses militants. Bien entendu, s'ils acceptent, mais s'ils n'acceptent pas, il n'a pas de choix. Lui, il ne peut que tirer les leçons et puis partir. Est-ce que ça sera payant? La question reste encore, bien entendu, posée. Mais je crois qu'il a déjà une branche quelque part à tenir. Parce qu'on ne peut pas quitter l'Assemblée comme ça. Il y en a qui ont quitté l'Assemblée dans l'espoir de rester dans le gouvernement. Quelle branche, Jacques? Non, je ne sais pas, mais Jacques, ce sont des politiques. Il ne peut pas quitter l'Assemblée pour rester, si vous voulez, libre comme ça, quelque part. Il a envie de rester actif. En politique, il faut que tu saches que tout n'est que calcul. C'est stratégie et calcul. Point barre. Allez-y. Rien n'est fait au hasard. Il y a 2 choses. Lamine, il y a 2 choses. C'est une analyse que je fais. Sia Kabari, hier, on l'a eu dans le grand direct de l'actualité comme invité. Il disait que c'est pour un problème d'accommodation, pour un problème de conviction qu'il ne peut plus rester. Vous y croyez sincèrement? Je fais une analyse selon ce qu'il a dit hier. Je ne peux pas être dans sa tête ou dans son cœur pour savoir réellement de quoi il s'agit, parce que ce qu'on dit le plus souvent peut ne pas être ce qui est. Mais l'analyse que je fais, c'est que soit ce qu'il dit est sincère et qu'il ne se reconnaît plus comme on appelle dans ce qui se passe à l'Assemblée, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même que cette Assemblée ne peut pas dire non il ne peut pas changer grand chose en quelque sorte. Parce que la majorité à l'Assemblée, quand même, c'est la mouvance présidentielle et que les autres partis sont minoritaires. Ce n'est pas possible de faire grand chose. Notamment, c'est la même chose avec la précédente Assemblée, celle qui a précédé celle qui est là en ce moment. Ils n'ont pas pu changer grand chose parce que c'était un peu compliqué. C'est soit parce que oui, ils ne se reconnaissent plus dedans. Et je pense que pour cela, ils pouvaient peut-être ne pas aller à cette élection, à ce double scrutin. Mais il est là, peut-être qu'il s'est rendu compte trop tard que oui, il ne se reconnaît pas dedans, il décide de partir. La deuxième chose, peut-être qu'on lui a tendu la perche quelque part, il essaie de la saisir. Cette perche peut venir peut-être de la présidence de la République, de son père spirituel, ou bien peut-être qu'il a d'autres projets, je ne sais pas. Mais je pense que les jours à venir pourront nous édifier. Pourquoi pas? Lorsqu'on a les mots qu'il a eus par rapport à l'Assemblée nationale, monocolore, quand on sait dans quelles conditions elle est installée, Sia Kabari est quand même venu au Parlement pas en tant que candidat indépendant. Son parti qu'il a porté là. Alors quand il décide d'aller pour ces convictions-là, je pense que le parti politique aurait dû suivre. C'est cela, être cohérent sur toute la ligne. Maintenant, comment, même en étant en dehors du Parlement, comment il peut se démarquer des participations de ses représentants au Parlement, aux votes qui vont être effectués, aux lois qui vont être votées? Il aura toujours un pied dedans. C'est pourquoi je dis il aurait dû avoir un courage en entier. Maintenant, s'il demain il a donc laissé ce tabouret pour avoir le fauteuil au gouvernement, on le saura. Et de toutes les façons, moi, le politique, c'est quand il ne parle pas qu'il dit la vérité. Mais quand il remue les lèvres, il ment. Il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à vraiment. Les mots des hommes politiques dans ce studio sont vachement importants. Quand il a utilisé. Quand il dit que vous mentez, les politiques mentent. Non, mais ils mentent. Mais attendez, nous les hommes politiques sont élevés, avons été à l'école du mensonge. Je dis souvent, on ne baratine pas un homme qui baratine le peuple. Êtes-vous tous diplômés dans le mensonge? On est diplômés, surdiplômés. Moi, je suis encore plus surdiplômé que les autres. Dans le mensonge. Ah, mais crois-moi, j'ai un doctorat en mensonge. Ah oui, donc bref, donc quand tu non mais je te le dis, je l'avoue, j'ai un doctorat en mensonge. Bref, politique. Non mais on n'est pas des enfants de cœur. Attendez, on n'est pas des enfants de cœur. Bref, maintenant ce que je veux dire, quand un homme politique comme Siaka vient ici, utilise l'expression monocolore, il faut que vous preniez ce mot-là en vous disant, il est au courant qu'il y a eu des discussions où on sait que effectivement l'Assemblée nationale va être dissoute. Elle va être dissoute, c'est une évidence. Quelque part, ces propos ont choqué un peu le RPG arc-en-ciel, où on a suivi des réactions de Bantamasso, mais également du président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, qui sont allés jusqu'à dire ceux qui estiment qu'il faut dissoudre l'Assemblée peuvent déjà, alors qu'ils sont à l'intérieur, peuvent déjà tirer des leçons de leur décision. Soit vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée, commencez par quitter. Je crois qu'il a répondu favorablement à cette, si vous voulez, à ce discours qui essayait un peu de le mettre en œuvre. Bien.
À venir, mesdames et messieurs, on parlera évidemment d'une situation en Guinée, le cas des méningites de fièvre jaune en Guinée. Le point de la situation, ça sera avec le docteur Sakoba Keita que nous allons joindre dans cette émission. Et puis, on s'intéresse aux vrais gens ce matin avec ce chiffre. 50 000 têtes de poulet en danger. Ça se passe du côté de Dubreka. C'est la mi-temps, on revient à 10h. Événement Doulay Prod, Diamond Platinum. L'artiste tanzanien au tube planétaire Inamag signe son grand retour en Guinée pour 4 concerts inédits dans la plus grande joie. Le 3 décembre, concert VIP à l'hôtel Sheraton à partir de 20h. Le 4 décembre, sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le 5 décembre, au stade de Kindia. Et le 6 décembre, au stade de l'Abbé à partir de 14h. Accès au concert Sheraton, 700 000 francs guinéens. VIP, 1 500 000 francs guinéens. Accès pour le grand public à Kindia, l'Abbé et au Palais du Peuple. Tarif unique, 35 000 francs guinéens. Ne vous faites pas compter le plus grand événement de cette fin d'année. Partenaire Adafo Evans, Gold Communication, Meet Prod, Justice.com. Partenaire média Adafo Média. Événement signé Doulay Prod, Gold Communication. Info 624 79 90 15 ou 626 30 30 46 ou 620 69 53 22.